Mais 200 journalistes ont été assassinés. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous ferons ensemble le tour de l'actualité politique. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude préférée, ou froide d'ailleurs, nous démarrons immédiatement. Je vous propose dans cette première vidéo d'écouter Ségolène Royal qui dit les termes à Macron sur Gaza. En ce moment, elle prend vraiment position sur le sujet. Regardez. Les affaires étrangères français a rapporté ce qui se passe vraiment. Mais 200 journalistes ont été assassinés. Palestiniens. Mais oui, en effet, les gens 200 journalistes palestiniens ont été assassinés à Gaza et en Cisjordanie. Donc uniquement, effectivement, pour ne pas qu'ils puissent transmettre des reportages de guerre et des images. Mais est-ce qu'il faudrait contraindre Israël à laisser les journalistes européens, français, américains et autres rentrer? C'est leur demande depuis le début. Ça pose un vrai problème démocratique en réalité, parce que c'est une guerre derrière des rideaux. Mais je pense que Emmanuel Macron a manqué là une occasion. Il fallait qu'il soit beaucoup plus courageux. Il était sur la défensive, il dit j'observe, je ne peux rien faire. Mais il dit c'est une honte quand même. C'est une honte. Non mais d'accord, mais c'est une honte. On le sait depuis le début que c'est une honte. Vous voyez, et aller plus. Mais quelle initiative il prend en tant que président de la France? Qu'est-ce qu'il peut faire? Saisir le Conseil de sécurité. Oui, mais le Conseil des Nations Unies, il a caravane expliquer pourquoi il a laissé Netanyahou survoler la France alors que c'est interdit puisqu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Demander qu'il y ait l'interruption des livraisons d'armes, y compris aux États-Unis. Demander qu'il y ait des sanctions économiques. Mais bien sûr. Donc c'est-à-dire être leader. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, était là. Il y a eu précisément ce qu'il demande, sauf qu'il crie dans le désert. Non, il l'a pas demandé hier. Il a dit juste c'est une honte, mais je peux rien faire. C'est les États-Unis qui peuvent faire. Eh bien, demander officiellement aux États-Unis. Il demande bien officiellement à Poutine de venir en Turquie. Pourquoi il demande pas officiellement au président Trump? Vous avez remarqué que Poutine est venu en Turquie. Donc Netanyahou aussi, ça se fait par la parole et par la demande publique de ce qui serait absolument une condition morale. On peut à la fois condamner et ne rien faire. Deux éléments qui moi me dérangent un peu. Oui, mais ça dérange. Le courage politique, ça dérange. Quand on n'est pas dans la quand on n'est pas en responsabilité, c'est pas du courage. Quand on n'est pas dans la norme, ça dérange. C'est sûr. Il est vrai que les prises de position de Ségolène Royal peuvent parfois susciter l'étonnement, et même l'énervement pour certains d'entre vous. Mais sur ce sujet-là, il faut être honnête. Elle dit clairement les termes. Le président Macron fait beaucoup de constats, il fait beaucoup de tweets. Il est même très critique depuis quelques semaines sur la manière dont les choses sont gérées à Gaza par ce gouvernement d'extrême droite. Le problème, c'est que ce ne sont que des mots. De ma position d'observateur, je ne vois que ça en tout cas. Des mots, rien de plus. Alors soyons clairs. C'est une excellente chose de nommer les problèmes. C'est même la meilleure manière de procéder si on souhaite commencer à les résoudre. Cependant, dans le cas présent, il faut assortir ces mots d'actes. Et honnêtement, avec toute la bonne foi du monde, je n'en vois pas. La situation est extrêmement difficile pour les civils sur place qui sont quotidiennement sous les bombes de l'armée la plus morale du monde. Selon la Cour internationale de justice, plusieurs ONG et la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires occupés, Madame Francesca Albanese, ont fait face à un sérieux risque de géno. L'aide humanitaire est bloquée depuis des semaines et en face, on n'a que des mots. Pourquoi personne ne fait rien? C'est incroyable. J'imagine, enfin j'espère, que dans les coulisses, les diplomates français essaient de faire pression pour rapidement mettre fin à cette situation. Mais il est clair que notre président peut faire beaucoup plus que ça. Les leviers sont nombreux. L'arrêt des livraisons d'armes, l'arrêt de toute coopération commerciale, etc. Les leviers sont nombreux. Il suffit de les actionner et de mettre tous les soutiens inconditionnels face à leurs incohérences et leur complicité. Même si cela ne résout pas immédiatement la situation, ça permettrait de montrer clairement que la France, à son niveau en tout cas, essaie au moins d'agir et n'est pas uniquement dans une posture. Je crains pour l'instant que ce ne soit que cela, une posture, et c'est bien dommage. À présent, parlons de Thierry Ardisson, qui a sorti une comparaison pour le moins douteuse sur le plateau de Léa Salamé avant de se rétracter et d'accuser les autres d'être les responsables de ses propres mots. Regardez. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, pas les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien, oui, oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est fou. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. C'est-à-dire que ce qui a été diffusé samedi soir a été enregistré. Disons, j'ai dit une connerie, je me suis excusé effectivement le lendemain matin, et pas seulement auprès de mes amis juifs, auprès de tous les gens que ça a choqué. Ceci étant, j'ai quand même des circonstances atténuantes, si tant est que je puisse en avoir. D'abord, quand Léa Salamé présente ce docteur Pitti, elle le présente comme Mère Teresa, sans en dire plus. En fait, le mec est un homme politique, il s'est présenté aux élections sous la bannière NFP, au parti Place Publique, et ça, on ne savait pas. On ne savait pas qu'il venait là. Bah, est-ce que c'est un toubib, mais c'est aussi un homme politique. Voilà, ça, déjà, personne ne le savait sur le plateau. Il y avait Apolline qui était là, il y avait effectivement Léa, elle devait peut-être le savoir, mais moi, je ne le savais pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, à la fin de l'émission,
On se réunit tous, on dit qu'est-ce qu'on garde. Je dis, là, j'ai dit une connerie, tu devrais le couper. Voilà. Personne n'a soulevé ce point. Je veux dire, vous me direz que je suis con, oui, mais personne d'autre, c'est-à-dire ni la prod, ni les gens de France Télévisions, parce que toutes les émissions, il y a toujours quelqu'un de France Télévisions qui est là, évidemment, quelqu'un de France 2 qui était là, qui n'a pas dit « Ah, coupez-moi ça, coupez-moi ça ». Donc c'est vrai qu'on est rentré chez nous, et le lendemain matin, le dimanche matin, je me réveille, mon attaché de presse, Françoise Doux, me dit « Écoute, Twitter brûle ». Et donc voilà, c'est là que j'ai décidé de m'excuser, parce que, effectivement, de demander qu'on m'excuse, parce qu'effectivement, quoi qu'on pense de la situation à Gaza, c'est quand même pas où je vis. Alors là, on est sur l'un des revirements les plus hypocrites de l'histoire, à mon avis. Je rappelle que Thierry Ardisson est revenu sur ses propos dès le lendemain. Mon avis sur la question ne portera pas vraiment sur la comparaison en elle-même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, on ne peut pas et on ne doit pas comparer les deux situations. Les analogies anachroniques ne sont jamais une bonne idée. Ce sont deux situations différentes, dans deux contextes différents et avec 80 ans d'écart. Même les historiens les plus chevronnés prennent des pincettes. Alors, on va éviter de rentrer dans ce débat. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les deux cas, des civils innocents finissent par perdre la vie, et ça, c'est inacceptable. Pour revenir sur Ardisson, je souhaitais faire un focus sur les arguments qu'il utilise pour se défendre. Déjà, dans son communiqué d'excuses, il utilise comme argument de défense le fait qu'il ait, je le paraphrase, viré Dieudonné 10 ans avant que Manuel Valls n'interdise ses spectacles. Bon, on pense ce qu'on veut de cet humoriste, mais je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire là. C'est pas lui qui met ses propos dans la bouche de Thierry Ardisson. Puis dans son passage sur RMC, comme vous venez de le voir, le nouvel argument, c'est Léa Salamé qui a mal présenté le Dr Pity. L'équipe de France 2 et de la maison de production de l'émission, qui n'ont pas relevé que ce qu'il avait dit pourrait faire polémique, pour que ce soit coupé au montage. Enfin, vous voyez où je veux en venir? En fait, il essaie de nous expliquer, à mon avis, que tout le monde pensait exactement la même chose que lui. Et donc il ne comprend pas pourquoi on ne s'en prend qu'à lui, alors que lui a viré Dieudonné en 2004. C'est un peu tiré par les cheveux, à mon avis. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai l'impression que pendant l'émission, il a dit exactement ce qu'il pense de la situation. Et que devant le tollé, il a fait machine arrière, sans vraiment penser ce qu'il dit. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donnez-le vôtre en commentaire, dans le respect évidemment. À présent, passons à une information concernant Sébastien Delogu. Cette information m'a laissé sans voix. Regardez. Je fais mon travail de parlementaire, de dénoncer des soupçons de détournement de fonds publics, et je m'aperçois effectivement que, au lieu d'aller perquisitionner les personnes dont je pointe du doigt dans cette affaire, ils viennent donc perquisitionner la personne que je suis, c'est-à-dire un parlementaire qui aujourd'hui lance l'alerte sur des soupçons de détournement de fonds. Moi, je n'ai fait aucun délit, bien au contraire. J'ai déposé un article 40 au procureur de la République pour dénoncer des soupçons de détournement de fonds. Et rien de plus. Je ne comprends pas du tout cette perquisition, je trouve qu'elle est choquante et j'espère qu'on aura des explications sur ce qui a présidé à cette perquisition, d'autant plus que toutes les informations qu'on avait à l'époque, on les a envoyées au procureur de la République. En France, c'est pas les gens qui signalent des délits qui doivent être perquisitionnés, c'est les gens qui les commettent. Et nous, on n'a commis aucun délit. Alors pour faire simple, Sébastien Delogu et Emmanuel Bompard avaient des suspicions sur des détournements de fonds dans une entreprise de nettoyage dirigée par l'ancien président du CRIF marseillais. Ils ont alors, selon eux, fait un signalement au procureur de la République, au titre de l'article 40, comme le leur permet la loi. Sauf que ce dirigeant d'entreprise aurait porté plainte contre Sébastien Delogu pour vol et recel de vol de documents. Il sera d'ailleurs entendu par la police très bientôt. C'est donc dans ce cadre qu'auraient eu lieu ces perquisitions à son domicile et à sa permanence. Honnêtement, on marche sur la tête là. Je m'étonne que ce soit la personne qui signale un potentiel délit qui soit ainsi perquisitionnée. Pourquoi attaquer le lanceur d'alerte plutôt que d'axer les efforts et les moyens de la justice afin de découvrir la vérité sur les faits signalés? Les prochains jours nous permettront sans doute d'en savoir plus. La prochaine vidéo que nous allons voir montre un cas classique de censure dans le pays de Charlie. Merwan Benlazar a été coupé sur W9 parce qu'il critiquait Cyril Hanouna. Regardez. J'espère faire aussi bien ce soir, je suis libre plus ce soir, ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, juste pas de couvre-chef, donc je suis venu avec ma calvitie naissante et ça devrait aller. De toute façon les racistes ils regardent pas les flammes. Ils regardent plus la télé, il n'y a plus Hanouna. Eh oui. Allez, non les racistes, honnêtement, les racistes de temps en temps ils allument la télé, il faut le dire, de temps en temps ils allument la télé, ils mettent allez, c'est news, mais c'est vraiment quand genre ils veulent voir un pédophile. Mais sinon, à part ça, oh lui il a le droit d'être à la télé tous les jours, moi j'ai plus le droit, wesh, avec Coach Mopi. C'est pas moi qui vont applaudir. C'est applaudi, c'est pas moi, c'est ChatGPT. Mais, donc alors, pour continuer.
Hanouna d'ailleurs qui revient bientôt les gars, et c'est important d'en parler ici parce que Hanouna les gars, il revient sur la chaîne où on est diffusé. Il revient sur la chaîne où on est diffusé. Ça veut dire que sur la chaîne où on est diffusé, à la rentrée, tous les soirs les gars, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite. Et comment on peut combattre ça les gars? Ici, sur la même chaîne, comme on le fait ce soir les gars. Bien sûr. C'est ça les flammes les gars, c'est ça les flammes, c'est notre cérémonie, profitons-en, on est suivi sur YouTube, on est suivi sur Twitch, il y a même une rediff à 23h sur W9, hâte que les racistes qui disent ah vas-y ils ont grand remplacé les Simpsons, mais on est là les gars. Je vais faire très court les gars, je vais faire très court. Le premier son de rap que j'ai écouté dans ma vie moi, je me rappelle, c'était sur un MP3, j'avais de la... Cyril Hanouna n'est même pas encore arrivé sur cette chaîne qui y fait déjà sa loi. On peut penser ce qu'on veut de la vie de cet humoriste, mais il a le droit de le donner. Quoi, on n'a plus le droit de dire de Hanouna qu'il est le relais par excellence de l'extrême droite française? C'est pourtant factuel, quand on se souvient de ce qu'il a fait de la défunte chaîne C8, dont la fréquence a été retirée par sa faute, on est en droit de se demander à quoi joue réellement le groupe M6. Tenter d'invisibiliser cette critique légitime par la censure ne fera que l'exacerber. Attention, l'effet Streisand n'est pas très loin. Dans la prochaine vidéo, vous verrez Pascal Praud sur l'un de ses sujets favoris. L'immigration. Apparemment, selon lui, l'immigration serait la source de tous les problèmes en France. Affligeant. Pourquoi ça veut rien dire de demander aux gens si vous voulez plus d'immigration? Moi, je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question. En fait. On connaît d'avance la réponse. Hein. Oui, et alors c'est pour ça qu'on va la poser. Ça s'appelle la démagogie, le populisme. C'est triste d'en arriver là. Hein. Mais en fait, il y a jamais. Ce qui me frappe dans nos échanges, il y a jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, pas à leur pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens. Là, moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés? Ah non, non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Non, c'est tellement sous-entendu. Mais non, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro 1? Non. C'est quoi le problème numéro 1? Non, il n'y a pas un problème numéro 1, il y a des problèmes d'inégalité, d'injustice, d'intégration sociale, d'immigration non contrôlée, de ghetto des quartiers, il y a plein de problèmes. C'est pas l'immigration avec un grand I. Oui, mais quel est le sujet qui fait que les autres suivent? L'insécurité, le problème économique. Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, qui fait que en chaîne? Non. Non. D'accord. Si vous avez bien regardé la vidéo, il a failli dire « mais c'est le problème numéro 1 » avant de transformer cette affirmation en question. Cela donne déjà un aperçu de ce qu'il pense vraiment. Pascal Praud, donc, vient de demander, sous nos yeux ébahis, à son interlocuteur, quel est le sujet qui fait que les autres suivent l'insécurité, les problèmes économiques. Il fait évidemment référence à l'immigration. Donc pour être clair, ce présentateur télé, journaliste à ses heures perdues, nous explique tranquillement que l'immigration serait le problème fondamental en France. Rien que ça. Si des gens qui travaillent 35 heures par semaine n'arrivent pas à joindre les deux bouts et sont à découvert dès le 10 du mois, c'est l'immigration. Si certains élèves arrivent en classe de 6e sans savoir correctement lire et compter, c'est l'immigration. Si le chômage repart à la hausse, c'est évidemment l'immigration. C'est bien connu, comme l'oisiveté est mère de tous les vices, l'immigration est mère de tous les problèmes en France. Souvenez-vous que ce même Pascal Praud avait fait un lien entre immigration et punaise de lit. Sous-entendu, ces gens venus d'ailleurs, à l'hygiène douteuse, nous ont ramené des punaises de lit. Que dire face à tant de bêtises? Attention, je ne dis pas que certains immigrés ne posent pas problème. Des gens bons et mauvais, on en trouve partout. Mais faire une fixette et lier le moindre problème en France à l'immigration est à la fois mensonger, démagogique et dangereux. J'ai même entendu le ministre de l'Intérieur dire l'immigration n'est pas une chance pour la France. Avez-vous déjà entendu un immigré vous dire qu'il souhaitait être une chance pour la France? Ce sont des personnes au parcours très souvent difficile, qui quittent leur pays, se déracinent pour venir en France, travailler, payer des impôts, contribuer au rayonnement de ce pays. Les exemples sont légion. Ces personnes méritent le respect. L'immigration n'est factuellement pas la priorité numéro 1 des Français, n'en déplaise à Pascal Praud. C'est un sujet fortement instrumentalisé politiquement, car il touche l'émotion, il touche l'identité et il touche l'appartenance. André Valigny a raison, il faut faire appel à l'intelligence collective des Français, plutôt qu'à l'instinct de repli, à la peur de l'autre, au ressentiment social et à la recherche permanente d'un bouc émissaire. Si tous ces médias d'extrême droite laissaient les immigrés un peu tranquilles, la vie serait bien plus belle pour tout le monde. Pour terminer, je vous propose de revenir sur l'hommage de Juliette Binoche à Fatima Assouna. Regardez. Le 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatma Assouna et 10 de ses proches
ont été tués par un missile qui a frappé leur maison. Elle avait écrit « Ma mort m'a traversée. La balle du tireur m'a traversée. Et je suis devenu un ange. Aux yeux d'une ville immense, plus vaste que mes rêves, plus vaste que cette ville. Je suis devenue une poète sainte aux yeux d'une forêt, me faisant ermite et prenant un cyprès pour offrande. La veille de sa mort, elle avait appris que le film dans lequel elle figurait était sélectionné ici à Cannes, au Festival de Cannes. Fatma aurait dû être parmi nous ce soir. L'art reste. Il est le témoignage puissant de nos vies, de nos rêves. Et nous, spectateurs, nous l'embrassons. Que le Festival de Cannes, où tout peut basculer, y contribue. C'est un bel hommage à cette héroïne. C'est une excellente chose qu'une vitrine telle que le Festival de Cannes mette en lumière ce drame absolu qu'est la situation des Gazaouis. Je ne souhaite pas faire de polémique sur le sujet, mais je pense qu'il aurait également été bien de nommer l'origine de ce missile dont parle Juliette Binoche. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il ne s'est pas matérialisé par la force d'une puissance cosmique. Des êtres humains ont décidé en pleine conscience de le sélectionner, de l'armer et de le projeter contre le domicile de Fatima Assouna. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Albert Camus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses des sujets abordés aujourd'hui. Like la vidéo. Commente, pose ton mot, dans le respect évidemment. À très bientôt. Like la vidéo.